20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. La question de l'habitabilité de la planète Terre qui est posée. Bonjour Achille Mbembe. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Achille Mbembe, vous êtes historien, plus précisément professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université du Wits à Johannesburg. Figure internationale du monde des idées, vos réflexions s'articulent autour de questions liées au colonialisme, aux sociétés postcoloniales et à leur politique de prédation. Mais plus globalement, vous vous êtes attaqué au cours de votre carrière à la critique du libéralisme, de son corollaire, d'une certaine manière, le brutalisme, qui a occasionné un essai majeur, et aux mécanismes de domination dans le monde contemporain. Dans un de vos livres très importants, un livre magistral critique de la raison nègre, vous offrez une analyse éclairante sur la généalogie du concept de race, inséparable de l'essor du capitalisme, et sur ce que vous nommez le devenir nègre du monde. Admirateur d'Édouard Glissant et de Frantz Fanon, votre domaine reste celui de la pensée critique, fondée sur la quête d'un monde commun, par-delà les différences. Et c'est cette quête qui guide fondamentalement votre nouveau livre, La communauté terrestre, que vous publiez aux éditions La Découverte. Cette communauté terrestre que vous décrivez de manière foisonnante, on va en parler, trouve son origine au-delà des frontières de la race et de l'État. Elle vous permet de développer un horizon, celui de l'en commun, dont il va être beaucoup question ici, qui, dans notre contexte de crise multiple, passe par l'éveil d'une conscience planétaire. Et au commencement de tout cela, Achille Mbembe, il y a l'Afrique. Vous nous dites l'Afrique où, depuis des siècles, on a dû recréer du vivant à partir de l'invivable. Et d'abord, merci d'avoir retracé de manière aussi vibrante un itinéraire quand même qui compte désormais plus d'une douzaine d'années de travail. Et comme vous l'avez bien montré, le chemin, pour le résumer, aura été celui qui va de l'Afrique vers le monde et du monde vers l'Afrique, dans une espèce de mouvement permanent d'aller et de venue qui est inséparable de, disons, l'utopie qui est au fondement de ce dernier ouvrage, l'utopie d'un monde ouvert, respirable, qui ferait place à tous, à commencer par les humains, bien entendu, mais par-delà les humains, les autres membres de la création. Et donc, c'est un itinéraire qui m'aura conduit à m'appesantir évidemment sur la critique de la différence et l'exploration des conditions de possibilité de quelque chose qui ressemblerait au semblable et qui pourrait servir de fondement à une théorie de l'en commun. Une théorie de l'en commun à un moment, effectivement, où la planète Terre, elle est plus petite qu'elle ne l'a jamais été, elle est menacée de combustion, et où les conditions d'habitabilité de cette planète sont loin d'être sûres, et à un moment où effectivement on a besoin de la réparer, de la partager, condition préalable pour sa durabilité. Et vous nous dites précisément, alors je rappelle que ce livre vient clore une trilogie après Politique de l'inimitié et brutalisme qui dénonçait les dérives totalitaires de l'ère contemporaine et annonce donc cette nouvelle humanité que vous appelez de vos voeux et que vous illustrez justement en vous référant, alors vous nous dites l'Afrique, dans ce moment
critique que vous analysez très bien face aux enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux économiques, migratoires, peut être source d'inspiration. Et cette inspiration, vous allez la chercher dans ce que vous appelez les archives africaines, qui est en réalité toute cette cosmogonie qui n'a pas été suffisamment exploitée selon vous. Alors expliquez-nous en quoi la relation au vivant de l'Afrique peut être une source d'inspiration aujourd'hui pour le reste du monde. Alors, elle peut être une source d'inspiration, d'abord parce que les pensées qui nous auront servi à transformer notre rapport à la nature, à nous-mêmes et au reste du monde, et qui nous auront servi à bâtir la sorte d'édifice que nous habitons aujourd'hui, cette espèce de vaisseau à la fois technologique, technique et autres, ces ressources sont épuisées, dans le sens où la sorte de raison calculante, raison instrumentale, qui nous aura servi de vecteur principal à l'édification de la sorte de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cette raison montre désormais ses limites. Elle montre ses limites à un moment où, précisément, c'est la question de l'habitabilité de la planète Terre qui est posée. Et donc la question se pose de savoir où aller chercher des ressources de toutes sortes qui pourraient nous permettre de réenchanter l'histoire, pas seulement humaine, mais une histoire qui embrasserait l'ensemble des forces du vivant. Et donc, il me semblait que il était important de chercher dans ce que vous appelez les archives africaines, dans le but de voir qu'est-ce qu'elles pourraient nous offrir en termes, par exemple, de conception de l'unité de la personne humaine ou de sa pluralité, en termes de rapport entre les différents ensembles qui forment la création. Et j'utilise le terme création à dessein, en tant que terme qui englobe l'ensemble du créé. Quel type de relation faut-il établir entre ces différentes composantes afin que chacune d'elles, dans sa différence, si vous voulez, puisse contribuer à la respiration du tout, avec T majuscule. Et là, ce qui concerne tout ceci, évidemment, les cosmogonies africaines, je lis en particulier les cosmogonies Dogon, les cosmogonies Bambara, mais on aurait pu élargir la liste. La naissance de la Terre, par exemple. La notion de la Terre, la notion de vivant, la notion de flux, la notion d'animation, de l'animer. Je convoque tous ces éléments et essaie de les faire résonner en référence à l'ère technologique dans laquelle nous sommes entrés, les formes d'extractivisme qui caractérisent encore un peu, malheureusement, trop notre relation aux ressources terrestres, naturelles. Et j'essaie de montrer, en fin de compte, comment est-ce que le recours à l'archive africaine pourrait permettre d'enrichir de façon notable notre pensée écologique. Et elle l'enrichit à un premier niveau, c'est que cette catégorie de humain, non humain, elle n'apparaît pas. Enfin, c'est une... Elle est impuissante à rendre compte de l'animer, des forces effectives qui
qui nous permettent de communier à un cosmos, à une cosmologie, je dirais, générale. À ce stade, c'est assez intéressant, toute cette terminologie que vous avez utilisée, parce que je voulais, sur l'aspect de l'écriture et un peu formel de votre livre, donc déjà, c'est un livre qui se situe aux confins de l'histoire, de l'anthropologie, de la philosophie politique, donc vraiment transdisciplinaire. Donc sa lecture est vraiment une expérience en soi, parce que vous mêlez des catégories de pensée occidentales aux archives africaines. Vous passez très vite d'une langue technique à une langue lyrique, à une langue un peu plus métaphysique, à une langue académique. Vous passez d'une échelle microscopique avec les insectes à une échelle macroscopique avec le cosmos. Vous nous balayez d'un enjeu à un autre, climatique, migratoire, on l'a dit aussi technologique, d'un temps à un autre, historique. Vous passez de la traite transatlantique négrière au traçage contemporain, technologique, d'ailleurs on en dira un mot. Et donc à la fois c'est un procédé fulgurant qui donne le vertige, mais qui réussit à donner le ton de notre époque en fait, marqué par toutes ces urgences. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur cette écriture, parce que finalement elle nous fait vraiment entrer dans ce monde de relations que vous venez de décrire aussi. Et on voit qu'elle puise aussi chez ses référents. Vous parlez beaucoup de Merleau-Ponty, d'Édouard Glissant. Donc on ressent tout ça à la lecture de ce livre. J'aimerais bien que vous nous en disiez aussi un mot. Et vous décrivez avec beaucoup d'exactitude, disons, l'effort qui était le mien dans ce livre, mais aussi dans ceux qui l'ont précédé. Parce que le projet ici n'est pas tant de proposer une théorie totalisante du réel. C'est une écriture qui part de, disons, la conviction selon laquelle il y aura toujours une part du réel qui restera, je dirais, de l'ordre de l'inachevé, qui sera toujours en construction permanente, une part du réel qui est fondamentalement incalculable, c'est-à-dire qui ne peut pas être, disons, réduit à une langue transparente à elle-même, un code binaire. Il y a quelque chose d'inappropriable dans le monde de notre existence, ou, si vous voulez, de nos existences. Et donc, le projet est de faire signe à cette complexité, de se faire humble face à cette complexité, de se mettre placé dans une attitude, si vous voulez, de supplication, afin que cette réalité complexe puisse nous parler, et que dans un geste d'écoute attentive, nous puissions l'entendre. Et donc, le défi, c'est à la fois d'organiser une grammaire, une syntaxe, des phrases qui évoquent la raison, la convoquent au besoin, tout en sachant que, à elle toute seule, elle n'est pas capable de nous apporter une réponse définitive. Donc, il faut ajouter à la raison toute une série d'autres facultés qui aident à être en résonance avec des forces plus grandes. Si vous voulez, c'est ça l'ambition. Et cette humilité dont vous venez de parler, effectivement, elle se ressent aussi avec force lorsque vous convoquez la Terre telle que vous la définissez, avec un grand T, d'une certaine manière. Ce n'est pas une entité concrète, comme vous le dites, ce n'est pas une planète du système solaire. La Terre, c'est une chair, c'est une peau,
c'est un corps et c'est surtout une utopie. Et vous dites, il n'y a ni peuple terre, ni nation terre, ni gouvernement terre, ni parlementaire ou assemblée terre, ni armée, ni police terre. Voilà, elle doit être imaginée, convoquée, assemblée, créée, animée, comme une utopie. Absolument. C'est très important. C'est le cœur, finalement, de C'est le cœur votre livre. Du livre. La dernière utopie, en réalité, j'ajoute dans le livre. Pourquoi la dernière ? Parce que la réalité, sans doute, est que il n'existe pas d'au-delà de la Terre. Et je le dis en sachant très bien que des efforts d'expatriation, de migration hors orbite, font partie un peu des mythologies d'aujourd'hui. Mais je pense, comme le pensaient d'ailleurs beaucoup d'autres, je pense en particulier à Bruno Latour qui nous a quittés, la Terre, elle est notre demeure. Elle ne nous appartient pas. Nous sommes des passants, vous dites. Nous ne sommes que des passants. Et donc, je pense qu'il est possible, partant de cela, de imaginer une forme nouvelle de communauté qui, comme la Terre, ferait place à tous. À la différence des communautés nationales, étatiques, reposant sur le critère de citoyenneté, c'est-à-dire d'appartenance qui opère en même temps comme exclusion. Et donc, nous lui appartenons en fait. Et elle agit à travers nous par le biais des traces que nous laissons une fois, disons, notre séjour terminé. Donc voilà un peu le concept de terre qui guide cette réflexion. Est-ce que c'est une dernière utopie comme une fatalité, en fait ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que cette dernière utopie, la Terre, finalement ? Dernière utopie en relation aux urgences de notre temps. Dans la mesure où, effectivement, l'heure nous est comptée désormais. Elle nous est comptée et nous sommes face à la nécessité d'engager des transformations décisives si, disons, la voie ne doit pas être ouverte à la dissolution. Et c'est très, très important ce que vous dites parce que en réalité, on comprend à la lecture de ce livre que cette utopie, elle naît d'un réalisme, enfin d'une observation réaliste de la réalité contemporaine. Et cette utopie, cette dernière utopie qu'est la Terre, elle vous permet, c'est très intéressant de développer en creux deux critiques radicales, à nouveau du capitalisme et aussi de la notion d'identité. Et les deux sont... On le voit bien, vous mêlez ces deux réalités-là. Le capitalisme, parce que quand vous dites, comme vous venez de le dire, que la Terre, cette dernière utopie, est incalculable, elle est immatérielle aussi, elle a une dimension immatérielle très importante, c'est-à-dire qu'elle est contre toutes ces tentatives de captation, comme on le disait tout à l'heure, y compris des ressources naturelles et pas seulement humaines. Donc il faut la définir comme immatérielle. Et puis en même temps, en permettant cette connexion généralisée, eh bien, elle est anti-identitaire. Donc, il y a deux dimensions là qui sont assez fondamentales et sur lesquelles j'aimerais bien que vous nous éclairiez. Ah oui, elles sont absolument fondamentales dans ce livre, en tout cas. Mais on en voit les linéaments d'ores et déjà dans les livres qui sont venus auparavant. Critique de la raison, Nègre, et en partie une critique virulente de l'identité et de la différence et de l'altérité. Je pense que le moment est venu de sortir de ces philosophies de l'identité, de la différence et de l'altérité qui ont servi de pierre angulaire à l'humanisme d'après-guerre, que l'on retrouve dans la plupart des grands philosophes, des grands penseurs
et que les temps nous obligent à sortir de ces philosophies. Alors même qu'elles sont en voie de développement. Alors qu'elles sont devenues virales. Et qu'en devenant virales, elles nous empêchent manifestement de prêter attention à l'ouvert, avec O majuscule, au grand large, aux grands horizons. Et lorsque je convoque la figure de la Terre avec T majuscule, je fais référence à cet ouvert, à ce grand large, à ce vaste horizon. Celui du semblable, celui de l'en commun, celui de l'émergence du passage d'une philosophie de l'universel à une prise de conscience de type plutôt planétaire. Et quand je dis de type planétaire, évidemment, c'est en référence ici également à la redécouverte tout de même des forces du cosmos. Parce que ces forces du cosmos, cette cosmologie élargie, c'est ce qui est très clairement au fondement des déploiements telluriques auxquels nous assistons, qu'il s'agisse de la technologie ou d'autres forces virales. On comprend bien, donc vous faites passer la question du vivant avant celle de l'identité. Absolument. En tout cas, dans cette... Avant celle de la citoyenneté, de l'identité, de l'universalité. Mais est-ce qu'il faut quand même en passer par cette phase de reconnaissance partagée ou de différence reconnue pour accéder à cette utopie que vous formalisez? C'est l'effort que l'on s'est efforcé d'accomplir avec critique de la raison nègre, politique de l'inimitié et brutalisme. Et à présent, la communauté terrestre, c'est le moment du passage. D'ailleurs, certains vous présentent comme un des théoriciens du post-colonialisme. Vous êtes réticent, vous n'aimez pas trop parce que vous trouvez que votre œuvre atteste du contraire, en fait, ce que vous êtes en train de dire, qu'il faut débroussailler cette question-là. Et pour revenir à la notion de race, et revenir à cette question d'habitabilité terrestre, vous dites que c'est finalement la race qui, effectivement, dès son apparition en tant que concept, a participé à la destruction du vivant. Et c'est en ce sens-là qu'il faut définitivement l'abolir. Pour renouveler le vivant, il faut en terminer avec le racisme. Mais c'est pour ça que les grandes luttes écologiques de demain sont absolument inséparables des luttes contre le racisme. Parce que le racisme est, si vous voulez, le racisme et le colonialisme. Les deux, d'ailleurs, sont inséparables. Racisme et colonialisme partent d'une pulsion originaire qui est une pulsion écocidaire. D'une pulsion qui, disons, identifie certains corps à des corps naturels et les traite, ce faisant, comme on traite la nature. Et cela, on le voit très bien en revisitant l'histoire des formes d'exploitation basées sur la race, qu'il s'agisse des formes relativement anciennes, telles que la plantation, ou de nos jours, le complexe carcéral. La nouveauté étant que la cible de tous ces, disons, projets, ce sont les flux vitaux en tant que tels. Mais comment l'époque que nous vivons est très éloignée de ce que vous décrivez. Elle est plutôt
le lieu de sécession, de déliaison. Vous parlez même du retour de la meute en parlant de lutte des espèces, puisque on vit une forme de racisme paroxystique. Comment cette utopie, qui est notre dernière utopie, donc après la chute de tous ces grands espoirs qui ont balayé le XXe siècle, de ces transformations radicales qu'on n'attend plus, comment la faire advenir concrètement? Puisque vous-même vous dites qui peut fermer les yeux, qui peut rester aveugle face au désordre et aux iniquités dans le monde? Alors c'est là où je crois on a besoin d'une réflexion sur le mot d'un entonnoir. C'est-à-dire une réflexion qui, partant du grand large, petit à petit se resserre et cible, disons, les petits espaces du quotidien, là où effectivement vie et mort sont face à face, en lutte. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire parallèlement à l'écriture du livre au cours des 2 dernières années. Par le biais de la mise en place en Afrique d'une fondation dite de l'innovation pour la démocratie. La démocratie étant entendue pas vraiment dans le sens classique du terme. On sait qu'elle est en crise. Mais la démocratie comme le dernier nom du vivant. Et donc, par le biais de cet engagement pratique, il m'a été donné, par exemple, de découvrir dans même pays du continent des expériences en cours dans plusieurs domaines, la santé, l'environnement, l'éducation, l'égalité homme-femme, le droit à l'expression, les droits des minorités, le droit à la respiration, une foule d'initiatives en cours dans les espaces du quotidien pour redonner vie à ceux qui semblent avoir perdu tout espoir de vie. Il me semble qu'il est possible de réinventer, par exemple, la démocratie à partir de ces friches. Et c'est ainsi, justement, que cette dernière utopie peut commencer à prendre forme et à faire sens dans ces lieux de vérité où, effectivement, ce qui est en jeu sont les conditions même d'existence, en particulier de ceux auxquels est nié tout droit de respiration. Justement, le droit de respiration, qu'est-ce que c'est? Comment vous le définissez? Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Alors, comme un droit fondamental. Alors, c'est une notion qui m'est venue au moment de l'avènement de la Covid, qui, comme on le sait, s'attaquait à cette fonction essentielle en particulier, les poumons et le reste. Mais la question de la respiration, au fond, elle fait partie du projet fanonien. Fanon en parle abondamment. Fanon en parle abondamment parce qu'il est conscient du fait que respirer constitue quelque part ce qui nous est commun. Respirer, l'acte de respirer est un des actes les plus égalitaires. Il ne s'agit pas seulement d'un acte humain, il s'agit également d'un acte qui met en réseau plusieurs autres formes du vivant, qu'il s'agisse des plantes, des animaux,
Alors, cette transversalité de l'acte de respirer, j'essaye de m'en servir dans le texte pour ouvrir de nouvelles fenêtres à la théorie politique. Précisément, cette théorie politique, la fondation dont vous parlez, c'est celle qui s'inscrit dans votre collaboration avec Emmanuel Macron, dans l'idée de défendre un renouveau des relations entre la France et l'Afrique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que vous faites un pari risqué, et que les critiques ne se sont pas fait attendre, qui vous présentent un peu comme une caution intellectuelle d'une nouvelle manière d'influencer le continent. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, qui parfois s'appuient sur des livres comme Brutalisme, dans lequel vous dénonciez un certain nombre de techniques de gouvernement voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, qui ne comprennent pas, en fait, forcément votre participation à ce projet, cette démarche, tout à fait? Alors, je comprends que on puisse avoir quelques difficultés à comprendre la démarche, mais je ne comprends pas que l'on ne puisse pas en comprendre le bien fondé. Pourquoi? Parce que il y a une histoire entre la France, l'Europe et l'Afrique. Cette histoire, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire dans sa part de vénalité, sa part de saleté et sa part d'indignité et de prédation. Et ce qui s'est passé derrière ces différents registres de la vénalité, de la brutalité, de la prédation, du viol, est ineffaçable. Encore que il est important de la reconnaître, c'est-à-dire de dire la vérité à ce sujet. Et donc, la politique de vérité, elle est au point de départ de cette démarche. Il y a plusieurs manières de dire la vérité. On peut se dire la vérité à soi-même, mais là où il y a relation, il n'y a pas de vérité qui soit pas dialogique, qui résulte pas, disons, d'une démarche dialogique. Et donc, et la France et l'Afrique doivent dialoguer. Dialoguer pourquoi? Pas nécessairement parce qu'elles ont un passé commun, mais pour voir dans quelle mesure, à partir d'un passé commun, on peut inventer un futur différent. Et je crois fondamentalement que cette affaire d'un futur différent exige que l'on plonge ses mains dans la marmite, si vous voulez. En sachant très bien que la plupart de nos analyses du pouvoir, en réalité, tombent à l'eau au regard de comment est-ce que le pouvoir fonctionne concrètement. Je crois qu'une partie d'entre nous avons développé une conception du pouvoir qui ne correspond pas du tout à la façon dont il fonctionne dans le concret. Et pour le cas qui nous concerne ici, on est en train de mettre en place donc cette fondation. Il y a plusieurs autres initiatives qui ont été mises en route et
je préfère contribuer à ces petits pas que de me soucier de ma pureté abstraite ou théorique. C'est un cheminement qui vous conduit effectivement, comme vous l'avez dit, dans la foulée du rapport que vous avez remis donc, en 2021 à Emmanuel Macron. On est cette fondation, très récemment, pour la démocratie dont vous venez de parler. Il y a aussi un enseignement commun à Johannesburg, Dakar et Paris, avec l'École normale supérieure. Ces deux projets font eux-mêmes suite aux ateliers de la pensée à Dakar, lancés avec Felwine Sarr, qui rencontre un écho mondial, on doit le dire. C'est tous les 2 ans, je crois. Donc, ce que vous venez d'expliquer, en réalité, c'est qu'effectivement... Puis à la Maison des mondes africains, qui est en... Tout à fait. Et ça passe... donc, vous inscrivez ces démarches dans votre cheminement intellectuel, c'est ce qu'on vient de comprendre, et ça souligne aussi l'importance pour vous du réarmement intellectuel, culturel, qui est aussi au fondement du renouveau démocratique. Ça passe par là, de votre point de vue. Absolument, je pense que ça passe par là. C'est un élément absolument central dans, disons, la quête d'un monde ouvert à tous et à toutes et respirable. Ça passe par la formation aussi. C'est-à-dire, toutes les grandes théories du changement se sont appuyées sur la formation. On reconnaît la formation, la pédagogie comme un élément absolument central de leur démarche pratique. Et donc, je pense que et la Fondation et les autres outils que l'on est en train de mettre en place aideront à animer l'intelligence collective. La tâche aujourd'hui, c'est celle de l'animation de l'intelligence collective, par opposition au cynisme et au nihilisme qui guettent. Je le vois en particulier dans le cas de l'Afrique. Il existe dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ou en tout cas sur le continent, 3 types d'illusions. L'illusion technicienne et libertarienne, qui veut nous faire croire que le salut viendra de la technologie, ou de l'entreprise, ou des start-up, et ainsi de suite. L'illusion néo-souverainiste, sous sa forme pseudo-panafricaine, mais vidée de tout sens, une espèce de néo-panafricanisme qui flirte sur l'idée d'un bouc émissaire au lieu de s'affirmer de manière affirmative, pour parler ainsi, et l'illusion messianique sous sa forme islamiste ou, de fait, pentecôtiste ou évangéliste. Or, disons, la seule réponse à ces 3 formes de l'illusion, c'est de miser sur l'intelligence collective, qui suppose effectivement de réinventer la démocratie à partir, disons, du vivant. Voilà pourquoi je suis engagé dans cette tâche qui est à la fois politique, qui est intellectuelle, parce qu'elle impose de penser différemment, et qui est sociale, dans la mesure où il s'agit de construire de nouvelles coalitions sociales portées vers ce type de changement. Et toutes ces démarches, ces initiatives-là dont vous venez de faire état témoignent aussi d'une vivacité, d'une réelle vivacité du continent africain. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la pensée critique. On s'était rencontrés il y a quelques années où vous me parliez de cécité européenne, presque face au décentrement qui s'opérait il y a donc une dizaine d'années. Est-ce que les représentations ont changé ? Je pense à beaucoup de vos collègues, à Souleymane Bachidjian, Felwine Sarr, qui sont maintenant des intellectuels reconnus, traduits. Il y a ces collaborations avec des universités aussi à venir, certainement américaines. Enfin, on voit bien que ce décentrement dont il était question il y a quelques années semble se mettre en place. Comment vous l'analysez et quel état des lieux vous faites, vous, de cette pensée critique qui est quand même à l'origine
votre moteur? Justement, lorsque l'on s'est vu il y a à peu près 10 ans, beaucoup de ces initiatives commençaient seulement à se mettre en place. Nous venions, si mes souvenirs sont bons, Felwine et moi, de monter à Dakar les ateliers de la pensée. Nous en étions aux premiers ateliers. Depuis lors, on a assisté, en tout cas sur le continent, à l'effervescence de ce que l'on pourrait appeler des tiers-lieux ou des friches, appelons ça des friches. C'est-à-dire des espaces et des moments au cours desquels des rassemblements d'un type nouveau s'opèrent, mis ensemble en vue d'échanges intensifs pendant une période donnée, d'une diversité d'acteurs, des intellectuels, des chercheurs, des artistes, des danseurs, des activistes, ainsi de suite. Une palette de profils extrêmement variés qui se retrouvent autour de questions, disons, d'intérêt commun ou en tout cas des questions urgentes. L'objectif étant, à partir de l'Afrique, de les examiner, mais dans la perspective du bien du monde en général. Et donc, ces friches se sont démultipliées. Aujourd'hui, on a la fabrique de Souza au Cameroun. On va bientôt ouvrir l'école de la démocratie sur l'île de Gorée. D'autres plateformes qui s'intéressent, par exemple, à la démocratie dans son rapport avec le numérique. À quoi il faut ajouter les biennales, l'intensification des événements ayant lieu des expositions, la curation des œuvres contemporaines. Donc, il y a cette ébullition. Récemment, à Marrakech, le festival de littérature africaine, je crois que la pensée critique aujourd'hui, elle se fait au détour de ces rencontres, par le biais justement de ces plateformes et grâce aux technologies digitales, elle bénéficie de la dissémination typique effectivement de ces outils numériques et contribue ce faisant à réformer nos imaginaires du changement. C'est des ébullitions qui sont autant de voies de résistance, si on comprend bien. Qui sont des voies de résistance, mais qui sont aussi des lieux de production, disons, de l'utopie, mais dans le sens le plus poétique, je dirais, du terme. Alors, Achille Mbembe, vos premiers travaux portaient sur les luttes anticoloniales. Vous avez été témoin presque direct d'événements tragiques pendant la guerre d'indépendance au Cameroun. C'est ce qui aussi a fondé votre désir de devenir historien. Aujourd'hui, vous vous intéressez au dénouement, on l'a bien compris, de situations d'impasse. C'est vraiment ce que vous explicitez dans ce livre, La communauté terrestre. Est-ce que vous assumez une trajectoire, disons, moins radicale et plus spirituelle? Est-ce que c'est ça? Disons que ce que vous appelez la dimension spirituelle, en fait, elle a toujours été là. La dimension poétique, la dimension onirique, si vous voulez. Parce que dans cette dimension poético-onirique se trouvent des gisements de pensée, de concepts. Il y a là un souffle sans lequel tout le reste est un chant d'ossement. Et donc, ma démarche aura consisté, à partir d'une lecture assez précoce de
d'un texte du prophète Ézéchiel, justement sur les ossements desséchés. Ma pratique aura consisté à garder le cap sur le souffle, c'est-à-dire ce qui donne sens. Par-delà, disons, la question des moyens. Qu'est-ce qui est de l'ordre des moyens et qu'est-ce qui est de l'ordre des fins? C'est-à-dire de la politique du sens. Et donc, si vous voulez, voilà la trajectoire résumée en un ou deux mots. S'agit-il de spiritualité? S'agit-il de méditation? Il s'agit en tout cas d'aller chercher là où il se trouve ces gisements négligés qui nous permettent effectivement de redonner vie à ce qui est menacé de dessiccation. Vous dites que votre grand-mère, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre, a eu beaucoup d'influence sur votre Elle a eu énormément parcours. d'influence sur ma vie et sur mon parcours intellectuel. Elle était, pour moi, en fait, c'est la première intellectuelle avec laquelle j'ai été en relation. En relation, c'est-à-dire dont j'ai été l'élève. Et c'est à partir d'elle que cette attention aux forces du cosmos, elle est venue de là. Et c'est tout ce parcours qui vous a permis de dessiner les contours de ce monde commun, de cette dernière utopie. Merci beaucoup, Achille Mbembe. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant. Notre existence dépend de vous. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, vous abonner sur notre site blast-info.fr. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Blast a lancé le fameux projet M, les marioles dont on vous parle depuis quelques temps. Alors, pour nous soutenir, rendez-vous sur la page KissKissBankBank. On vous espère très nombreux. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.